La communication politique aujourd'hui, ça ressemble de moins en moins à un discours bien propre prononcé depuis une estrade. Ah non, pas du tout. On est plutôt dans une sorte de conversation mondiale permanente. C'est un peu chaotique, tout va très très vite. C'est ça. Un message posté le matin peut prendre une tournure complètement folle avant le soir. Oui, Du coup, la vraie question, c'est plus seulement qu'est-ce que les politiques disent, mais plutôt comment leurs messages sont reçus, triturés et parfois complètement retournés par des millions de gens en ligne. exactement. L'interprétation devient plus importante que l'émission. Pour explorer ça, on va se plonger aujourd'hui dans des extraits d'un livre que j'ai trouvé passionnant. C'est Voix numérique d'Adnan Benchakroun. Un livre très pertinent. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette nouvelle réalité. Et on va se concentrer sur ceux qui sont nés avec, la génération Z. C'est la clé, je pense. Et pour bien comprendre ce changement, l'auteur raconte une anecdote qui m'a vraiment frappée. Imaginez un élu local, pas très connu. D'accord. Il sort d'une réunion, il poste une photo un peu floue sur les réseaux et il écrit juste « Merci pour les échanges ». A priori, rien de plus banal. Sauf qu'en quelques heures, ce message qui se voulait anodin devient un vrai champ de bataille d'interprétation. C'est fou ça. Pour certains, c'est la preuve d'une stratégie de proximité hyper calculée. Pour d'autres, c'est un signe de je m'en foutisme, un geste d'amateur. Et le sens initial, le simple remerciement, il disparaît. Il a complètement disparu. Et c'est ça le point de départ de la réflexion du livre, qui est résumé par cette phrase très juste. Ce n'est plus l'intention qui domine, mais la lecture collective. Donc cette vieille idée du communicant qui contrôle son message de A à Z. C'est terminé. C'est une illusion aujourd'hui. L'émetteur a perdu le contrôle. Exactement. Le pouvoir a changé de main. Et au cœur de ce nouveau pouvoir, il y a cette fameuse génération Z. Oui, Le livre insiste bien sur un point. Ce n'est pas un bloc monolithique, bien sûr, mais c'est la première génération qui a grandi sans vraiment connaître de frontières nettes entre une information, une opinion et une mise en scène de soi. tout est mélangé pour eux, depuis toujours. C'est ça. L'auteur identifie quelques traits marquants. D'abord, une recherche presque maladive d'authenticité. Il flaire à des kilomètres les discours trop lisses, trop préparés. Les incohérences, ça, ils ne pardonnent pas. Ah non. Ensuite, il parle d'un esprit critique quasi instinctif. L'image qu'il utilise est parlante. Un étudiant, à peine réveillé, il prend son téléphone, il tombe sur des extraits de débat. Et son premier réflexe, ce n'est pas d'y croire. Non, c'est de douter, de se demander ce qui a été coupé, de comparer. L'auteur résume ça par une formule « douter avant d'adhérer ». C'est devenu une seconde nature. Et enfin, leur engagement. Ils ne sont pas passifs. Pas du tout. Ils partagent, commentent, ils créent des mèmes, ils lancent des campagnes en ligne. Ce sont des acteurs. C'est vrai, mais je me demande si l'auteur ne sous-estime pas un peu le paradoxe derrière tout ça. C'est-à-dire, Cette recherche d'authenticité que vous mentionnez, est-ce que ce n'est pas devenu une sorte de performance en soi? ah, c'est une excellente question. On cherche le vrai, mais un vrai qui est parfaitement calibré pour Instagram ou TikTok. C'est une authenticité qui est presque scénarisée. On cherche le vrai ou une version du vrai qui passe bien dans un format de 30 secondes. Le livre effleure ce point. Il dit que ce qui paraît sincère pour les uns peut sembler totalement calculé pour les autres. L'authenticité est devenue subjective en fait. Voilà. Et il y a un autre aspect important, le coût de cette vigilance. L'auteur a cette phrase que je trouve très parlante. Douter en permanence exige une énergie que tous ne possèdent pas sur la durée. C'est épuisant. C'est ça. Devoir constamment vérifier, décrypter, se méfier de tout. Ça peut mener à une forme de fatigue informationnelle, voire un certain cynisme. Ce qui doit créer une tension énorme, j'imagine. D'un côté, comme le dit le livre, cette génération attend des changements radicaux, rapides, surtout sur le climat, les questions sociales. Une urgence? Et de l'autre, elle fait face à des institutions politiques qui sont, par définition, lentes, pleines d'inertie. Cet écart entre l'urgence perçue en ligne et la lourdeur du monde réel, ça doit être incroyablement frustrant. C'est une frustration fondamentale. Et c'est dans cette brèche que s'engouffrent les plateformes, chacune avec ses propres règles. Le livre fait un tour d'horizon assez classique. Facebook pour le lien communautaire, Instagram pour l'image, Twitter pour le clash. TikTok pour la simplification extrême, et puis YouTube qui laisse encore un peu de place à des formats plus longs, plus fouillés. Et ce vide de confiance, celui laissé par les institutions. Quelqu'un doit bien le combler. J'imagine que c'est là que les fameux influenceurs entrent en scène. Absolument. Ils sont devenus des intermédiaires incontournables. Et pourquoi ?
Parce qu'ils ont réussi à construire ce que les politiques ont perdu, un lien de confiance qui est direct, presque intime, avec leur communauté. D'accord. L'auteur raconte l'histoire d'un créateur de contenu qui angoissait à l'idée de poster une vidéo un peu politique. Il avait peur de diviser son audience. Je comprends. Finalement, il se lance et la réaction le surprend. Ce n'est ni une vague d'adhésion aveugle, ni un rejet violent. C'est surtout une avalanche de questions, de demandes de précision. Comme si son audience lui disait « Ok, on t'écoute, mais explique-nous, va plus loin. Parfois, là où le discours officiel s'arrête. Mais attention, » Oui. c'est une formule très forte, mais il faut peut-être la nuancer. Est-ce que cette influence est toujours éclairée? Le livre explore le risque que cette confiance se déplace vers des intermédiaires qui sont, au fond, encore moins fiables. C'est le grand danger, oui. Le livre met en garde contre l'illusion de la bienveillance. Il souligne les limites de chaque plateforme. Sur Twitter, l'instantanéité, ça pousse à la réaction à chaud, à la punchline. Plutôt qu'à la réflexion. On est là pour marquer des points, pas pour construire un raisonnement. Et sur TikTok, c'est encore autre chose. La simplification extrême. C'est un équilibre très précaire. Ah oui. J'ai vu une vidéo l'autre jour qui tentait d'expliquer la réforme des retraites en 30 secondes, avec une danse. Oh là là. D'un côté, on peut saluer l'effort de pédagogie, mais de l'autre, le risque d'appauvrissement des enjeux est colossal. C'est clair. Et puis, il y a le mirage de la viralité. Elle permet des mobilisations impressionnantes, très rapides, c'est vrai. Mais ça ne dure pas. Le livre est très clair là-dessus. Ça ne garantit aucune durabilité. Une cause peut enflammer le web pendant 48 heures et être totalement oubliée la semaine d'après. La mémoire numérique est terriblement courte. Et cette rapidité, cette superficialité que vous décrivez, ça doit avoir une conséquence terrible sur la qualité même du débat. J'imagine que le livre aborde ce qu'on perd en cours de route. Je pense notamment à la nuance. On y arrive. C'est peut-être le cœur du problème identifié par l'auteur. Il définit très bien la nuance en politique. Ce n'est pas être mot, indécis. Il y a cette anecdote géniale d'un prof Oui. qui dit que dans les copies de ses élèves, c'est au moment où ils commencent à hésiter, à écrire d'un côté mais de l'autre, que la pensée commence vraiment à s'organiser. La nuance, c'est l'espace de la pensée. Un espace qui semble se réduire comme peau de chagrin. Malheureusement, Le livre décrit les conséquences de cette absence, et ça fait froid dans le dos. D'abord, la polarisation extrême. Il prend l'exemple d'un fil de discussion qui, en 5 commentaires, dégénère complètement. les arguments disparaissent. On passe aux étiquettes, aux insultes. Personne n'écoute plus l'autre. C'est un phénomène qu'on observe tous les jours. Un débat qui commence sur une idée et qui, en 3 réponses, se transforme en match de boxe. L'auteur a cette phrase terrible de justesse. Personne ne cherche plus à convaincre, seulement à tenir son camp. C'est une guerre de tranchées. Exactement. Et c'est un terrain de jeu rêvé pour la désinformation, non? Une information nuancée, complexe, elle n'a aucune chance face à un mensonge simple et choquant. Les algorithmes en raffolent. Les fausses nouvelles sont conçues pour ça. Provoquer une émotion forte, la colère, la peur. Et une émotion forte, ça génère des clics, des partages. Bien sûr, un démenti factuel, souvent un peu ennuyeux, n'aura jamais la même vitesse de propagation. Tout le système amplifie le choc plutôt que la vérité. Et ça mène à quoi au final? À une conséquence encore plus grave, une crise de confiance généralisée. On ne conteste plus seulement un fait, on conteste l'intention de celui qui le prononce. La première question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?», mais « pourquoi il me dit ça ?» Quel est son intérêt? La suspicion devient la norme. D'accord. Et l'auteur fait une analyse très fine là-dessus. Il dit que cette crise de confiance ne mène pas forcément à l'indifférence. Elle mène à ce qu'il appelle un déplacement des lieux de légitimité. La confiance ne disparaît pas, elle va ailleurs. C'est ça. Elle quitte les institutions traditionnelles, les médias, les politiques, les experts, pour se les porter sur des influenceurs, le cercle d'amis, des communautés en ligne. Des lieux où l'on se sent entre soi. Alors face à ce tableau un peu sombre, qu'est-ce qu'on fait? Le livre explore les stratégies que les politiques essaient de mettre en place. L'adaptation des messages, bien sûr. Un tweet percutant, une story Instagram qui montre les coulisses, une vidéo TikTok. Et puis il y a cette tendance à la personnalisation, à montrer un côté plus humain. Et l'utilisation massive de nos données pour faire du ciblage publicitaire de plus en plus fin. Mais cette idée de ciblage ultra précis, ça me met toujours un peu mal à l'aise. Le livre donne cet exemple d'une pub politique qui semble directement répondre à une conversation privée qu'on vient d'avoir. Ça donne un sentiment assez dérangeant d'être espionné, hein. Ça fait un peu Big Brother, non? C'est exactement pour contrer ce sentiment que l'auteur propose de changer de paradigme. Plutôt que de chercher à optimiser le ciblage à tout prix, il suggère de travailler sur d'autres leviers. Le premier, c'est la cohérence.
entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, c'est la base de la crédibilité. Le deuxième, c'est de diversifier les formats. Ne pas faire que du clash, mais oser proposer aussi des contenus de fond. Et surtout, le plus important, adopter une vraie posture d'écoute. Répondre, dialoguer, accepter la critique. Et pour les plateformes elles-mêmes? Elles ont une responsabilité énorme. Colossal. Le livre insiste là-dessus. Elles ne peuvent plus se cacher derrière leur statut de simple hébergeur. Elles doivent assumer leur rôle d'architecte du débat et valoriser la qualité, la nuance, plutôt que de récompenser ce qui génère le plus de réactions épidermiques. Et les institutions? Pour elles, l'enjeu est de créer des ponts entre ce qui se passe en ligne et les décisions réelles. Si les mobilisations en ligne ne débouchent jamais sur rien de concret, ça ne fait que renforcer la frustration et ce sentiment de slacktivisme. Ce militantisme de canapé qui ne change à rien. C'est ça. Au final, si on essaye de tout rassembler, on se rend compte que la question posée par le livre n'est pas juste technique, du genre « comment faire un bon post Instagram ?» Non, c'est bien plus profond. La question, c'est presque « comment on continue à faire société ensemble quand la parole circule plus vite que la pensée ?» La communication, ce n'est plus juste un outil, c'est devenu une responsabilité démocratique. Tout à fait. Et c'est pour ça que le livre ne se termine pas par une liste de 10 conseils miracles. Ce serait absurde. Il se termine par une invitation à la réflexion. C'est-à-dire ? L'idée n'est pas de rejeter les réseaux sociaux en bloc, mais, et je cite, de les habiter autrement. Et ça veut dire plein de choses. Comme par exemple ? Mon avis a plus de poids. Bien sûr. Ça veut dire refuser la facilité du clash quand on sait que la complexité demande du temps. Et peut-être surtout, ça veut dire considérer que parler à une nouvelle génération, ce n'est pas chercher à occuper son temps de cerveau disponible, mais c'est la respecter. Respecter son intelligence. Son esprit critique. L'enjeu ultime, qui est laissé ouvert, c'est de savoir comment nous allons pouvoir, tous ensemble, redonner du sens et du poids à la parole publique. Une question qui nous dépasse largement, mais qui nous concerne tous.